Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouvelle émission sur Canal Éducation, Espace Université. Espace Université est une émission proposée et animée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'université sénégalaise est en pleine évolution avec les réformes entamées depuis 2013, sanctionnées par le Conseil présidentiel d'août 2013. Depuis lors, d'importants efforts financiers ont été consentis par l'État et ses partenaires pour des constructions, mais également pour des équipements. Il s'agit, à travers cette émission, de montrer tout ce qui a été fait comme effort, mais également de montrer tout ce qui est possible d'engranger comme bénéfice, avec notamment comme objectif le développement du pays, puisque les autorités considèrent que l'enseignement supérieur doit être un levier pour le développement. Ce numéro sera consacré essentiellement cette fois-ci à l'organisation du baccalauréat, le bilan général, mais également au processus d'orientation qui a été entamé depuis quelques jours. Nous avons l'honneur d'accueillir pour ce premier numéro le professeur Socé Ndiaye, qui est le directeur de l'Office du baccalauréat. Bonjour professeur. Bonjour, Chétan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également un autre invité. Il s'agit du professeur Babacar Mbow, qui est conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et président de la Commission nationale d'orientation. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Salif Tal. Merci donc à la DRTS, de la direction de la radio-télévision scolaire du ministère de l'Éducation nationale, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ces locaux, mais également de nous permettre de partager tous ces locaux et ces moyens techniques pour pouvoir produire cette émission. Comme je vous le disais, de temps à autre, il y aura des sorties dans les universités, dans les laboratoires, pour montrer tout ce qui est fait en matière d'enseignement et de recherche. Mais pour ce numéro que nous démarrons, nous allons d'abord rendre hommage à une icône du monde universitaire sénégalais et africain. Il s'agit du professeur Iba Der Thiam, qui est décédé le 31 octobre dernier ici à Dakar. Le chef de l'État a pris une importante décision en présentant ses condoléances à sa famille. Il s'agit de donner le nom du professeur Iba Der Thiam à l'université de Thiès. Réaction, professeur Socé Ndiaye? C'est une bonne décision, je pense, parce que le professeur Iba Der Thiam, c'est une icône, comme vous l'avez dit, de l'enseignement supérieur, de l'éducation en général, hein, parce que lui, il fait partie de ces personnes qui ont traversé tout le système, depuis l'élémentaire jusqu'au supérieur. Je pense que cette décision de lui donner le nom de l'université de Thiès est une excellente décision et que bon, il va servir de modèle pour tous les étudiants qui vont fréquenter cette université, mais au-delà, tous les jeunes sénégalais. Moi, je fais partie d'une génération Iba Der parce que moi, quand j'ai eu mon bac, lui, il avait créé un système pour remplacer les assistants techniques français qui étaient au Sénégal. C'était le système des pré-normaliens. Et donc, il nous a recrutés, nous a été la première promotion de pré-normaliens qu'il a recruté. Et c'était des mathématiciens, des physiciens, mais également des professeurs de langue classique et de français. Et nous avons été la première promotion. Il y a eu 2, 3 autres promotions. Bon, malheureusement, après ça s'est arrêté. Mais je pense que c'était une bonne décision et que ce genre de décisions sont à réitérer par les autorités. Merci, professeur. Professeur Babacar Mbow, vous avez connu l'homme, vous avez apprécié son travail. Tout d'abord, je présente mes condoléances à Madame Thiam, Marème Touré, que je considère d'abord comme ma sœur, que j'ai connue depuis très longtemps quand j'étais étudiant à Montpellier. Et j'allais souvent rendre visite à ma sœur et je la trouvais là-bas depuis lors. Nous avons communié et vraiment je lui présente mes condoléances. Mes condoléances vont aussi à l'endroit du président de la République, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mes condoléances vont également au recteur de l'UCAD et au doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. En réalité, le professeur Iba Der Thiam, pour quelqu'un qui le connaît très bien, il a, disons, pratiquement dans l'ensemble des maillons du Sénégal, il a dû exercer politiquement, mais scientifiquement au niveau de ce pays. Nous lui rendons hommage et nous prions pour que Dieu l'accueille au paradis céleste.
Merci beaucoup et on prie, on dit amen. Je rappelle également que le professeur Iba Der Thiam était le président de la Commission nationale de réécriture de l'histoire du Sénégal, des origines à nos jours, un processus qui est toujours en cours. D'ailleurs, le chef de l'État l'a évoqué en parlant d'une rallonge de 150 millions de francs CFA pour ces travaux de la Commission. Nous y reviendrons dans d'autres numéros. Après cet hommage au professeur Iba Der Thiam, nous abordons donc notre premier sujet. Il s'agit de l'organisation du baccalauréat 2020, une organisation marquée bien sûr par la pandémie de la Covid-19. Monsieur le directeur, professeur Socé Ndiaye, c'était une année assez particulière. Comment vous vous êtes organisé pour réussir ce bac 2020? Effectivement, nous avons organisé le bac dans une situation particulière due à la pandémie de Covid-19. Mais auparavant, la pandémie avait d'abord causé l'arrêt des enseignements-apprentissages. Et à un moment, donc, les autorités ont pris la décision de les reprendre. Et à partir de ce moment, les autorités en charge de l'éducation, donc depuis l'élémentaire jusqu'au supérieur, ont commencé à réfléchir sur les modalités de la reprise. Et il faut dire que ces modalités de la reprise incluaient également les modalités d'organisation des examens. Et c'est en ce moment qu'on a commencé à réfléchir là-dessus. Et lorsque la reprise a eu lieu, donc, nous avons continué à travailler, sachant que, bon, nous avons repris, mais après la reprise, les écoles étaient plus ou moins dégarnies parce qu'il n'y avait que les classes d'examen qui y étaient. Mais nous savions que le jour de l'examen, il allait y avoir beaucoup plus de monde dans les centres d'examen qu'il y en avait dans les écoles pendant les cours. Mais Dieu merci, nous avons quand même, avec l'appui et la détermination des autorités, nous avons pu organiser cet examen-là et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Au niveau du cabinet ministériel, également, vous avez suivi de très près cette organisation. En effet, nous avons suivi de très près l'organisation du baccalauréat et nous ne pouvons que nous en féliciter et féliciter le directeur de l'office du baccalauréat avec l'ensemble de son personnel qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet examen puisse se dérouler dans les meilleures des conditions. Il faudra également saluer aussi le ministère de l'Éducation nationale qui a apporté son appui et sa contribution et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et là, bon, ce que j'ai à dire, c'est que cet examen a montré ses résultats. Nous avons eu d'excellents résultats par rapport aux autres années depuis 1969 jusqu'à présent. Les résultats que nous avons obtenus, on ne les a pratiquement jamais obtenus. Et là, nous ne pouvons que féliciter les autorités qui avaient en charge de dérouler le programme de ces examens. Quelle est la dernière appréciation par rapport à ceux qui disent que parfois, oui, cette année, les choses sont allées plus facilement? Oui, l'appréciation, c'est comme l'a dit tout à l'heure le professeur Mbow, on se réjouit quand même qu'il y ait eu ce résultat-là. Parce que l'État du Sénégal investit beaucoup dans l'éducation. Vous ne pouvez pas investir autant de moyens dans un secteur pour la promotion de la jeunesse, mais également, en définitive, pour la promotion sociale et économique du pays, et se retrouver au finish avec des taux d'échec qui avoisinent les 60-70%. C'était quand même un gâchis. Parce qu'après tout, c'est l'État qui devrait prendre en charge également ces personnes-là qui n'ont pas eu de réussite scolaire. Donc je pense qu'on ne fait que nous en réjouir de cela. Maintenant, par rapport à ceux qui ont cette appréciation-là, nous, ce que nous disons, c'est que ça nous fait un peu rire parce que le baccalauréat, c'est un examen qui a été organisé cette année de la même manière que ça a toujours été organisé. C'est-à-dire que les épreuves sont proposées, les sujets sont proposés par des enseignants, validés par d'autres enseignants, et finalement, donc, c'est un inspecteur général de l'éducation et de la formation qui donne le bon à tirer. Et c'est eux qui gèrent le volet pédagogique. Quand il y a eu la Covid, il y a eu un arrêt des enseignements, il y a eu un réajustement parce que les élèves ne pouvaient plus aller à l'école. Donc, il y a eu un réajustement. Je pense que la création de Canal Éducation, d'ailleurs, est venue dans ce siège-là. Et de ce point de vue-là, il y a eu d'autres modalités d'apprentissage qui ont mis plus l'élève sur la sellette que les enseignants. C'est-à-dire que les élèves ont été mis en position d'apprentissage. Ça les a, à mon avis, autonomisés. Ça les a rendus beaucoup plus conscients de ce qu'on attendait d'eux.
Et je pense que ça a contribué à l'amélioration de leur performance à l'examen. Et je pense que c'est des choses que nous devons, disons, capitaliser et essayer de développer pour le futur. Mais il y a une autre facette également de votre travail qui a été extrêmement appréciée. Il s'agit de la délivrance des diplômes. Maintenant, il n'y a plus d'attestation, mais c'est les diplômes qui sont délivrés. Oui, c'est les diplômes qui sont délivrés parce qu'on faisait un double emploi avec la délivrance des attestations et par la suite la délivrance des diplômes. Mais ça, c'était lié à un fait, disons, par le passé, qu'on ne pouvait pas tout de suite après l'examen délivrer le diplôme parce qu'il y avait un certain nombre d'opérations qu'il fallait effectuer avant de pouvoir éditer le diplôme. Maintenant, avec la modernisation, nous en sommes arrivés à pouvoir éditer tout de suite après l'examen, à pouvoir éditer le diplôme. Et dès notre arrivée en 2018, nous l'avons expérimenté en éditant les diplômes de 2018 juste après l'examen. Mais après, on n'a pas pu les délivrer juste après parce qu'il fallait les signer. Et la signature était manuelle. Et donc, on s'est retrouvé un peu sur nos pieds. Et ces diplômes ont été signés, bon, la plupart d'entre eux ont été signés par la suite par le recteur de l'UCAD, mais on s'est retrouvé presque dans la même situation. C'est-à-dire que même si vous les produisez, vous ne pouvez pas les délivrer parce qu'il faut attendre qu'ils soient signés. Et donc on a dit il faut réfléchir. On voulait mettre un garrot, ce n'est pas le moyen de le mettre. Maintenant, pour le mettre, il faut qu'on trouve un autre moyen. Et nous avons dit il faut réfléchir. Et en 2019, on a dit on ne va pas se précipiter. Pour les diplômes de 2019, attendons de trouver le moyen qui nous permette de les délivrer tout de suite. Et on va utiliser ce moyen à partir de 2019, 2020 et les années qui vont suivre. À partir de ce moment, ce qui nous reste maintenant, c'est de résorber le stock de diplômes qui est là, qui aujourd'hui peut-être, parce qu'au début c'était autour de 600 000 diplômes, peut-être que ce stock-là maintenant a beaucoup baissé, mais qui va continuer à baisser. Et voilà la solution que nous avons. Aujourd'hui, c'est de pouvoir éditer le diplôme tout de suite après l'examen et de pouvoir le délivrer. Et nous y sommes arrivés, bien sûr, toujours comme je dis, avec vraiment l'engagement et l'appui des autorités. Cette année, c'est 72 000 bacheliers au moins. Oui, 72 295 bacheliers à la session normale et 136 bacheliers à la session de remplacement. Mais tout a été édité? Tout a été édité. Bon, pour la session de remplacement, on n'a pas encore édité le diplôme, mais ce sera fait la semaine prochaine. Nous savons également que dès après l'examen, vous préparez l'autre examen. Oui. Vous y êtes déjà dans les préparations? Oui. On y est déjà parce que normalement, le 2 novembre déjà, on aurait dû commencer les inscriptions, mais l'école étant encore en congé, donc nous avons différé cela, mais on va démarrer les inscriptions autour du 20 novembre. Et ça va durer jusqu'à vers la fin du mois de janvier. Donc ça, c'est la première étape. Et les autres étapes aussi sont en cours. Ce matin, par exemple, une des commissions pédagogiques a commencé ses travaux. C'est les commissions qui travaillent sur les sujets. L'une d'entre elles a démarré ses travaux ce matin. Et les autres vont venir. Hein. Donc, disons que le bac 2021, on y est déjà. À quoi peut-on s'attendre comme innovation? Pour 2021? Pour 2021, c'est voilà. Les mêmes processus? Oui, ça va être les mêmes processus. On va consolider et ça va être à peu près la même chose. Mais on va consolider ce que nous avons déjà fait. L'édition du diplôme, ça c'est irréversible. Le diplôme va être édité de suite. Maintenant, bon, pour beaucoup de personnes qui ont leur diplôme et qui l'avaient perdu aussi, il y a une innovation, c'est que maintenant, on va commencer à délivrer le duplicata de diplôme. Hein, ces personnes-là peuvent demander, avec quand même la preuve qu'ils n'ont plus leur diplôme, c'est-à-dire soit avec un certificat de perte ou bien avec une preuve de la destruction de leur diplôme ou du vol de leur diplôme, pour qu'on puisse leur établir un duplicata, mais à leurs frais. Parce que tous les duplicata, le duplicata est établi aux frais de la personne qui demande cela. Voilà. L'aspect sécurité est toujours pris en compte? L'aspect sécurité, bien sûr, parce que le diplôme que nous avons édité est un diplôme qui est sécurisé de par même le support qui le porte, le papier. Mais il y a d'autres éléments de sécurité qui y sont visibles, pas visibles, détectables par tout un chacun ou détectables par des personnes initiées. Un autre point qui est abordé de plus en plus, il s'agit de l'harmonisation dans le cadre de l'UEMOA.
Il faut dire que c'est un processus qui a démarré en 2011. Les États membres sont en train de réfléchir à l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace IMOA. Et depuis, il y a eu une évolution sur le plan pédagogique surtout. Il y a eu des démarches et des études qui ont été faites. Et aujourd'hui, il y a eu des prescriptions sur le plan pédagogique qui sont en train d'être implémentées. Des enseignants ont été formés, qui sont en train de faire des tests préliminaires. Et on a eu à organiser des bacs blancs ici, 2 ou 3 bacs blancs au Sénégal. Cette année, on allait en organiser une autre aussi en 2020, mais avec la pandémie, on a dû différer cela. Et nous pensons que maintenant, sur le plan aussi institutionnel, les choses sont en train d'évoluer parce que je pense que la directive portant institution du baccalauréat harmonisé de l'IMOA est en cours d'adoption. Je pense que les ministres sont actuellement en train de plancher là-dessus. Les derniers angles ont été arrondis récemment, donc je pense que ça va incessamment être aussi. Bon, maintenant, après, c'est le baccalauréat harmonisé, c'est-à-dire qu'on est à l'étape de l'harmonisation. C'est-à-dire on dit, nous allons faire de cette manière, mais pas nous allons faire tous comme ça. Donc c'est la manière de faire qui va être harmonisée. Et après, mais maintenant, les épreuves ne sont pas... Pour l'instant, c'est l'harmonisation. Voilà. Maintenant, peut-être qu'ultérieurement, on va aller vers ce qu'ils appellent le baccalauréat unique. Mais ça, c'est une autre étape. Merci donc au professeur Sosegna, qui est le directeur de l'Office du baccalauréat. Après donc l'obtention du diplôme du baccalauréat, c'est l'orientation qui s'ensuit. Les autorités sont en train de tout faire pour que cette opération soit réalisée par le plus grand nombre possible de bacheliers. C'est pourquoi nous avons invité le professeur Babacar Mbow, qui est le président de la Commission nationale d'orientation. Professeur, dites-nous d'abord, quelles sont les missions assignées à votre commission? En fait, la commission a été installée sur arrêté ministériel par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumarane. Après installation, on a réuni la commission, mais avec un cahier de charges. D'abord, c'est de superviser la régularité des orientations que l'on va faire en associant l'ensemble des universités, des ISEP et des BTS. C'est une commission assez inclusive. Évidemment, les directeurs des systèmes d'information au niveau des universités sont associés. Les représentants des directions pédagogiques des universités sont associés. Les assesseurs qui s'occupent de la pédagogie au niveau des facultés y sont. Ensuite, il y a le directeur de l'enseignement privé, le directeur de l'enseignement public. Moi-même, le conseiller Moustapha Sall et aussi le directeur général de l'enseignement supérieur et le directeur des services juridiques du ministère. D'abord, il faudra veiller au bon fonctionnement de la plateforme. Il y a les services techniques aussi qui sont représentés et aussi la régularité des inscriptions dans un premier temps. Après la régularité des inscriptions, il va falloir maintenant faire des propositions d'orientation. Bon, évidemment, il faut comprendre qu'il s'agit pratiquement d'un concours. C'est comme ça que je peux l'appeler. Normalement, les directives, c'est que tout candidat bachelier de 2020 qui en fait la demande doit être orienté dans les établissements d'enseignement supérieur public. Je précise bien public. Il s'agit simplement de faire un classement parce que chaque établissement d'enseignement supérieur va faire des propositions de filières avec des critères qui leur sont associés. Ce qui va se passer, c'est qu'un candidat qui est bien partout, il sera premier partout, pratiquement. Mais il va faire son choix. Une fois qu'il valide son choix, il disparaît de la plateforme. Maintenant, un autre, là où il n'a pas
fait son choix. Celui qui était en première liste d'attente va monter. Et de ce fait, celui-là, il pourra valider à ce niveau. Bon, c'est comme ça que le processus va fonctionner. Et une fois qu'on aura établi l'ensemble, lorsque le processus aura terminé, parce qu'on pourra le faire fonctionner une fois, 2 fois, 3 fois, etc., jusqu'à ce qu'on arrête. À partir de ce moment-là, ceux qui n'ont pas été orientés, la commission va se réunir pour essayer d'établir les critères et voir comment est-ce qu'on va orienter le surplus de façon manuelle. Mais aussi, il faudra comprendre que chaque candidat devra au moins choisir 3 universités et faire un choix sur 3 filières de formation. Pour les universités. Pour les universités. Il doit aussi faire ses choix au niveau de l'UVS, sur les formations de l'UVS. L'UVS en particulier. Seulement. En particulier. Oui. Il doit aussi faire ses choix au niveau des ISEP. Et ensuite, enfin, il fera ses choix au niveau des BTS. Là aussi, je vais en profiter pour remercier le ministère de la formation professionnelle qui nous a proposé des filières de BTS que nous avons insérées dans la plateforme et qui est visible. Là, maintenant, on élargit le choix du candidat. Avant, on s'arrêtait au niveau des universités et ensuite au niveau des ISEP. Maintenant, il y a le choix de la formation professionnelle. Et nous sommes en train de discuter avec ce ministère pour, disons, élargir un peu l'assiette de choix au niveau des étudiants qui seront certainement orientés. Professeur Socé Ndiaye, comment appréciez-vous ces innovations? Je pense que c'est une excellente chose, surtout par rapport au dernier point qu'il vient d'aborder, parce que je pense que nos bacheliers que nous avons, la plupart d'entre eux, même orientés dans les universités, cumulent toujours cette orientation ou bien délaissent toujours cette orientation pour aller vers ces filières de formation professionnelle. Donc je pense que c'est une excellente chose que ceux qui souhaitent avoir une formation professionnelle, ou même, j'allais dire, ceux qui ne sont vraiment pas, ceux pour qui il n'est vraiment pas recommandé de faire une formation en université. Quelqu'un qui a le baccalauréat à 23-25 ans, je pense qu'il est préférable qu'il aille faire une formation professionnelle, d'avoir une profession, un métier, d'avoir un travail, et après, s'il veut continuer à l'université, il peut le faire. Donc je pense que c'est une excellente chose par rapport à ce qu'il a dit. Bon, maintenant, il faut que tous les bacheliers qui le souhaitent, il faut qu'ils s'inscrivent. Parce que d'habitude, le problème qui se pose, c'est que quand la plateforme est ouverte, les gens sont au courant, mais ils ne s'inscrivent pas. Et quand elle est fermée, maintenant, ils disent qu'ils veulent s'inscrire. Donc je pense que aussi, si nous voulons que les gens soient orientés à temps, si nous voulons que le processus se déroule dans les délais qui sont les délais raisonnables, donc que les universités aussi puissent connaître leurs étudiants, procéder aux inscriptions, que la direction de bourse aussi maîtrise, disons, son travail, il faudrait que les gens s'inscrivent sur la plateforme en ce moment-là. Parce que plus personne ne sera bachelier cette année pour pouvoir entrer dans la plateforme. Tous les gens qui doivent être bacheliers le sont déjà. Donc je pense qu'ils peuvent maintenant s'inscrire. Bon, maintenant, ceux qui ne se seraient pas inscrits, peut-être, parce que les gens ne sont aussi pas obligés de s'inscrire parce qu'ils peuvent ne pas être intéressés. Tout à fait. Alors, professeur Babacar Mbow, quel est l'état des lieux? Où en êtes-vous? D'abord, il faut dire que la plateforme a été ouverte depuis le vendredi passé. Et la plateforme, c'est-à-dire vendredi 30 octobre 2020. La plateforme ne sera plus accessible aux bacheliers à partir du 16 novembre. Quand je dis 16 novembre, ça veut dire que les délais s'arrêtent le 15 novembre. 23h59. À 23h59. À partir de ce moment-là, il n'est plus possible pour un candidat de pouvoir postuler. Ça, c'est un premier fait. L'autre état de fait, c'est que en 5 jours, parce que quand on compte vendredi, parce que c'est vendredi soir pratiquement qu'on a
que la plateforme a été accessible. De vendredi jusqu'à maintenant, donc en 5 jours, on peut vous donner les chiffres. Aujourd'hui, à 14h15, 47 113 bacheliers ont pu achever le processus. Ça veut dire qu'ils ont finalisé aujourd'hui à 14h. Mercredi 4 novembre. Mercredi 4 novembre à 14h15 minutes. 47 113 bacheliers, c'est-à-dire 65%, plus de 65% des bacheliers ont finalisé le processus. Et il y a eu 61 580, ça veut dire 85%, plus de 85%, c'est 85,17% plus exactement, ont démarré le processus. Ils ont ouvert un compte, ils ont reçu les liens. Ils ont ouvert un compte et ils ont créé un dossier. Un dossier, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on a une satisfaction réelle. Mais par contre, il y a toujours 10 719 candidats qui n'ont pas encore réagi. Et je lance un appel surtout en direction de ceux qui n'ont pas encore pu se connecter. Certes, il y a encore 10 jours, mais durant ces 10 jours, ils ont toute la latitude de pouvoir s'inscrire et puis d'avoir leur numéro d'identification national. Et à partir de ce moment-là, ils pourront, je veux dire INE, et ensuite, à partir de ce moment-là, ils pourront se connecter sur la plateforme et faire leur choix. Je crois qu'il faut surtout axer notre communication là-dessus pour que nul n'ignore. Parce que le délai, c'est le 15 novembre. Et le temps passe vite. Et cette année, vous n'avez même pas hésité à prendre les radios communautaires comme relais pour toucher le plus de monde. Voilà, nous avons utilisé les radios communautaires, la presse écrite, la presse, la télévision, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Nous allons aussi développer une autre politique de communication en direction de ceux qui ne peuvent pas utiliser correctement la plateforme. Parce que certains, souvent, disent qu'ils n'ont pas accès à la plateforme, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Parce qu'il nous est arrivé que certains candidats se sont trompés, par exemple, sur leur numéro de téléphone. Ça arrive. Donc, ils auront beau attendre un SMS, mais ils ne l'auront pas. À partir de ce moment-là, il faudra réactualiser. Il y en a d'autres aussi, à travers le mail qu'ils ont donné aussi, il y a des difficultés. Et à partir de ce moment, lui, il va se dire, bon, j'attends, et je ne trouve rien. Il y en a d'autres aussi qui, lorsqu'on leur envoie le lien, ils n'arrivent pas à se connecter à travers ce lien. On s'est rendu compte que certains se connectent, mais ils ne valident pas. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si au niveau de la plateforme, ils ne se sont pas connectés et ils n'ont pas validé. Et ça pose des difficultés. Et je crois que nous avons même utilisé d'autres canaux aussi, notamment l'UVS. Au niveau des Zeno, maintenant, nous avons travaillé par l'intermédiaire du coordonnateur de l'UVS, qui a mis à notre disposition des étudiants de l'UVS qui sont prêts à aider à travers les Zeno les candidats qui ont des difficultés d'accès sur la plateforme. Donc, on va essayer de développer toute une stratégie pour que tout candidat qui le désire puisse s'inscrire normalement dans la plateforme. Le dernier point que nous allons aborder, il s'agit maintenant des perspectives pour cette commission. On va dépasser, bien sûr, bientôt cette opération d'orientation. Il faudra encore préparer l'année prochaine. Comment vous comptez vous y prendre? Est-ce que les opérations d'inscription seront faites avant l'examen ou toujours après l'examen? C'est ce que nous souhaitons, parce qu'actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour l'après-orientation. C'est pour ça qu'on a déjà dans la commission un rapporteur général, qui est le directeur général de l'enseignement supérieur. Le rapporteur général va préparer un rapport général sur tout le processus. Et à partir de ce moment-là, à la fin, qu'on va soumettre d'abord aux autorités,
qui, lorsqu'ils nous donneront le feu vert, nous allons commencer déjà à travailler sur les perspectives d'orientation de l'année prochaine. Nous ne voudrons pas être surpris. Nous voudrions qu'à partir de l'année prochaine, avant même le démarrage du baccalauréat, que l'on soit prêt sous toutes ses formes, de sorte que immédiatement après, le candidat pourra même valider ses choix. L'Office du bac pourrait jouer une partition? Oui, je pense oui, parce que en fait, c'est le système de la préinscription. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une candidature valide, on pourrait s'inscrire sur la plateforme. Et qu'une fois qu'on a le bac, donc on pourrait aller finaliser son inscription, je pense. C'est des innovations qui sont en cours d'étude au niveau donc, de la commission. Alors, oui. Professeur, votre dernier mot par rapport à ce travail? Mon dernier mot, c'est surtout en direction de ceux qui n'ont pas pu encore s'inscrire. Et je réitère toujours l'appel que je suis en train de lancer en direction des bacheliers de 2020 qui ne se sont pas encore manifestés. Au moins qu'ils se manifestent. Et s'ils ont des difficultés, il y a toujours des relais sur qui ils pourront s'appuyer pour pouvoir faire leur inscription normalement dans la plateforme. Bon, je tenais aussi à vous dire que l'Office du baccalauréat est bien associé et fait partie intégrante de la Commission nationale d'orientation. Et c'est pour cette raison qu'il nous aide beaucoup à travers sa plateforme et ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et pour ça, vraiment, je salue le travail qu'il a abattu. Et ça, véritablement, il faudra rendre à César ce qui appartient à César. Et je crois que le professeur Socé Ndiaye fait un travail extraordinaire et nous l'en félicitons. Merci, professeur Babacar Mbow, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci également au professeur Socé Ndiaye, qui est le directeur de l'Office du baccalauréat, qui était nos invités pour ce premier numéro de Espace Université à travers Canal Éducation. Donc la DRTS nous accueille pour ces productions. Après cela, nous pourrons bien sûr aller dans les espaces universitaires au niveau des jardins d'université, dans les laboratoires, pour montrer véritablement ce que fait le monde universitaire sénégalais, mais également les interconnexions avec donc, le monde socio-économique, puisque le service à la communauté est une des missions essentielles de l'université sénégalaise. Merci à la réalisation et à 15 jours pour un autre numéro.